Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié au sujet de Shaping the Future of the Workforce. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Cécile de Courtrai, je suis associée dans les activités de conseil de KPMG. Donc, on est une équipe d'une centaine de consultants, de coachs, de formateurs et de facilitateurs en France et environ 2000 dans le monde. Et on accompagne nos clients sur leurs enjeux de transformation RH, de stratégique workforce planning et de gestion des talents, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et puis aussi d'accompagnement du changement dans des projets de transformation. Et à ce titre, on aide aussi à la fois des communautés de direction, des managers, des équipes, mais aussi des individus dans le développement de leur leadership. Donc avec nous ce matin, pour co-animer avec moi, nous avons Erin Douglas. Erin, tu nous dis qui tu es en quelques mots et puis quel est le programme de ce webinaire? Oui, bien sûr. Donc, je suis tout contente d'être là avec toi, Cécile, pour ce sujet. Donc, je m'appelle Erin Douglas. Je suis la directrice de Sales Enablement et partenariat chez EasyRecruit. Et EasyRecruit, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être encore, donc on est un éditeur de logiciels RH, en fait, qui propose une plateforme d'expérience talent qui a pour objectif en fait d'améliorer l'expérience recruteur, l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Donc en fait, ça s'adosse à votre SIRH et propose différents types d'outils et de solutions en fait, comme des entretiens vidéo différés, comme des planificateurs d'entretien, un chatbot, et on propose également une solution de mobilité interne et gestion de compétences. Et donc, on est basé ici en France, à Paris, avec des filiales en Espagne, en Italie et récemment à Dubaï. Donc, je suis vraiment ravie d'être là avec toi, Cécile, ce matin. Plaisir partagé. Alors, quel est le programme? Alors, donc c'est un sujet vraiment intéressant et je pense pertinent pour beaucoup de personnes et d'entreprises en ce moment, donc qui est le Strategic Workforce Planning. Donc, on va parler de contexte, en fait, pourquoi est-ce que c'est important ce sujet en ce moment dans l'époque post-Covid. Quelle est la méthodologie justement, comment est-ce que en fait on mène un projet Strategic Workforce Planning, quels sont les avantages pour l'entreprise et aussi pour les collaborateurs. En fait, et quels moyens en fait on peut donner pour ces collaborateurs dans leur développement pour aller un peu plus loin dans ces bénéfices pour les collaborateurs. Quels sont les facteurs clés de succès? Donc, comment est-ce que, en fait, qu'est-ce qui est important de prendre en compte avec un projet comme ça? Quelle est la technologie qui est important à mettre en place justement pour mener ce projet à sa réussite? Et après, on imagine que vous aurez beaucoup de questions à nous poser sur ce sujet. Et donc, il y aura un petit Q&A à la fin. Peut-être pour les questions, je d'un point de vue pratico-pratique, vous pouvez poser vos questions dans le chat et en fait, on y répondra à la fin. Alors pour embrayer sur le programme, donc quel est effectivement le contexte de ces démarches, pourquoi on a ces réflexions sur le futur des métiers, des compétences, et pourquoi c'est un sujet en fait qui est clé depuis plusieurs années et particulièrement en fait dans le contexte de la crise que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a plusieurs effets, je vais pas forcément tous les décrire là, mais un premier enjeu, c'est finalement et un premier effet, c'est l'augmentation de l'accès aux données. Donc à la fois en termes de volume et aussi de leur possibilité d'analyse qui n'a jamais été aussi important. Et donc ça va générer en fait pas mal de nouveaux métiers autour de la data, autour de la donnée, donc des métiers de data analyst, de data scientist et qui vont sortir en fait du périmètre un peu historique de la fonction IT, mais vraiment se retrouver dans toutes les directions métiers. Et puis des compétences autour de la donnée qui vont devenir des compétences socles nécessaires dans pas mal des métiers du futur. Au-delà de cet effet de l'accès à la donnée, on a aussi tout le sujet de l'automatisation et de l'intelligence artificielle du RPA par exemple, qui impacte fortement des métiers transactionnels. Donc dans métiers transactionnels, je vise par exemple certains métiers de la comptabilité dans le milieu de la finance. Donc tous ces métiers qui nécessitent un fort volume de transactions vont pouvoir être finalement automatisés et donc un fort enjeu de réduction des effectifs nécessaires sur ces métiers. Il y a un vrai enjeu d'anticipation de l'évolution des compétences des personnes qui étaient sur ces emplois-là pour les rediriger vers des emplois pour lesquels il pourrait y avoir des besoins.
Ce RPA, cette automatisation, ça génère finalement une coexistence entre le digital labor et le human labor. Qui va nécessiter de repenser finalement les rôles et responsabilités entre ce qui est fait par la machine et ce qui va être fait par l'homme. Donc repenser finalement la manière dont on va opérer les processus et quelle va être la valeur ajoutée de la machine versus de l'homme. Et puis, un des derniers effets sur lesquels je voulais appuyer mon propos ce matin, c'est aussi la diversification dans la composition de la main-d'œuvre. Ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'il y a un recours en fait de plus en plus fort dans les organisations, aux freelances, aux indépendants. Donc globalement, à de la main-d'œuvre qui n'est pas salariée. Et donc ça, en fait, ça va être en plus effectivement pas mal affecté par ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Alors plutôt négativement, parce que finalement, on a un certain nombre de freelanceurs, d'indépendants qui se trouvent dans des situations financières difficiles. Et donc les stratégies de sourcing de talents qui avaient été pensées par les organisations avant la crise vont potentiellement être affectées par justement ce qu'on vit là aujourd'hui. Donc une nécessité de repenser aussi sa stratégie de sourcing des talents. Et donc, dans cette stratégie, c'est finalement quelles sont les compétences qui sont clés dans mon organisation et que je vais devoir sourcer en interne. Hein. Je veux que ce soit des salariés de mon organisation versus ce que j'accepte en fait d'outsourcer ou pour lequel je décide d'avoir recours à de la main-d'œuvre externe. Donc tous ces facteurs en fait de disruption, ça va rendre nécessaire le fait d'anticiper les impacts sur l'évolution des métiers et des compétences, de pouvoir redéfinir ou d'ajuster sa stratégie de sourcing des talents et aussi évidemment d'accompagner les collaborateurs qui sont aujourd'hui dans l'organisation et qui vont devoir finalement évoluer en termes de compétences pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Alors dans ce contexte, c'est dans ce contexte en fait qu'on lance des démarches de stratégique workforce planning. C'est une démarche en fait qui est méthodologique, donc qui répond en fait à une séquence hein, avec des étapes qui sont séquentielles, qui se font dans un ordre bien défini. Donc je vais rapidement en fait vous les évoquer là maintenant et à disposition pour répondre à vos questions si vous en avez ensuite. La première étape en fait qui est clé, c'est de travailler sur le référentiel des métiers et des compétences en cible. Donc, on va partir en fait des référentiels métiers et compétences qui peuvent exister dans l'organisation, dans les groupes, enfin s'ils existent, hein, c'est pas toujours le cas. Et de cette base et à partir en fait de la stratégie des métiers, etc., on va se projeter à 3 ou 5 ans sur comment vont évoluer finalement les métiers, quels vont être les nouveaux métiers, ceux qui vont disparaître, ceux qui vont rester. Et on va réfléchir au-delà de ces métiers à quelles sont les compétences techniques, comportementales, managériales qui vont être nécessaires en cible. Et à chaque compétence, en fait, on va aussi se projeter sur quel est le degré de maîtrise de la compétence qui va être attendue. Donc, cette première étape, en fait, elle est clé. C'est vraiment tout le socle de l'ensemble de la démarche. Et donc, faut pas la négliger. Et donc, il y a un vrai enjeu, en fait, de co-construction. J'y reviendrai à la fin de la démarche, hein, de conduite du changement qui doit s'opérer dès le début dans la co-construction de ces référentiels prospectifs avec les métiers et avec aussi les RH. Une fois qu'on a travaillé le référentiel métier et compétences qui est cible, on va pouvoir être en capacité de projeter des besoins en ressources sur ces métiers en fait que j'ai définis comme étant cibles. Et donc là, finalement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de talent sourcing stratégie, hein, c'est quelles sont les ressources que je vais internaliser, celles que je vais externaliser, etc. Donc toute cette discussion, elle va partir de là et évidemment de la stratégie métier qu'on a travaillée en amont. Une fois que j'ai travaillé la cible, donc j'ai les métiers du futur, j'ai mes compétences du futur et je sais quel degré de maîtrise cible je dois atteindre. J'ai aussi une idée du nombre de ressources dont je vais avoir besoin sur ces différents métiers. Je vais pouvoir me pencher sur l'analyse de l'existant. Donc, quelles sont les compétences aujourd'hui dont je dispose dans mon organisation? Et puis, en termes de ressources, quelles sont les différentes ressources internes, externes, dont je dispose sur les différents métiers que j'ai projeté en fait dans mon référentiel cible. Une fois que j'ai rempli cette étape, ben, je vais pouvoir en fait analyser des écarts et bâtir des plans d'action, puisqu'en fait j'ai défini ma cible, j'ai une vision de mon existant, tant sur le point de vue qualitatif que quantitatif. Ça va me permettre d'analyser les écarts et les besoins à la fois en compétences et les besoins aussi en ressources. Alors des besoins ou alors en ressources ou alors des excédents finalement de ressources sur certains métiers et de pouvoir proposer des plans d'action qui vont être des plans d'action de montée en compétences, de recrutement ou éventuellement aussi de sortie.
La clé, en fait, dans cette démarche, dans cette étape, c'est l'étape de mise en œuvre de ces plans d'action, et j'y reviendrai quand on parlera des facteurs clés de succès, en fait, qui font le succès donc, de ces démarches. C'est vraiment dans la mise en œuvre des plans d'action pour que ça touche les collaborateurs, hein. Donc, c'est à la fois la conception et le déploiement des dispositifs de montée en compétences qu'on a pensé. C'est aussi définir des passerelles de mobilité entre les différents emplois, entre des emplois qui sont plutôt en décroissance et des emplois en croissance, et qui vont permettre ensuite de définir quels sont les programmes de montée en compétences qu'il faut que je développe et que je mette à disposition de mes collaborateurs pour les upskiller et leur permettre d'être en mobilité vers ces emplois de demain. Et puis, c'est l'étape aussi où on va élaborer finalement les plans de recrutement et éventuellement des dispositifs d'accompagnement de départ ou de reconversion dans certains cas. Donc, c'est vraiment clé en fait cette étape. Elle nécessite finalement de piloter finement et de mesurer l'exécution de ces plans d'action pour que la démarche en fait produise toute sa valeur. Donc 5 étapes, une sixième qui est une étape, pardon, j'ai eu un mauvais sens, une sixième étape qui est une étape transverse, qui est toute la partie conduite du changement. Et donc, cette partie conduite du changement, elle est clé. Il y a un enjeu à la fois de storytelling de ces exercices, de comment, en fait, on raconte l'histoire aux collaborateurs, aux managers, sur le fait qu'on est en gestion, en anticipation des évolutions de métiers, de compétences, et qu'il y a un enjeu d'accompagnement des collaborateurs. Donc, c'est une histoire qui est positive et qui donc se raconte, en fait, et doit se raconter pour finalement embarquer l'ensemble de l'écosystème dans la démarche. Et aussi, au-delà de ce storytelling, c'est aussi dans la construction, dans la co-construction qu'on va avoir dans les différentes étapes entre des personnes des métiers et des personnes en fait des RH qui vont pouvoir accompagner toute cette démarche. Donc cette démarche, quel bénéfice produit-elle? Donc elle produit des bénéfices à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs. Donc pour l'entreprise, c'est à la fois de disposer d'un langage commun. Vous savez tous que les référentiels, c'est difficile de s'aligner sur des référentiels métiers et compétences. Donc c'est un des premiers bénéfices de cette démarche, c'est finalement de s'aligner en plus sur la cible. C'est qu'est-ce qu'on veut demain en termes de métiers et de compétences dans notre organisation. C'est aussi l'enjeu de pouvoir identifier et de cartographier les ressources qui sont disponibles dans l'organisation et les compétences dont je dispose au sein de mon organisation, et de pouvoir aussi avoir cette vision prospective de mes besoins pour pouvoir les piloter dans le temps et définir ma stratégie de sourcing de mes talents. Et puis enfin, dernier avantage pour l'entreprise, c'est aussi de pouvoir prioriser et de dimensionner finalement les investissements qu'elle doit faire en matière de montée en compétences. Ils ne pourront pas se faire sur le budget, j'allais dire, habituel de formation. Si en fait on a des enjeux de rupture forts, alors il y a des enjeux de montée en compétences qui vont être forts. Et donc cet enjeu de priorisation et de dimensionnement, il est clé pour l'entreprise. Pour les collaborateurs, c'est l'occasion en fait de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance qui est objectivée de ses compétences actuelles, hein, quelles sont les compétences dont je dispose, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur le développement de mes compétences qui vont permettre d'accroître et au moins de maintenir à défaut et ensuite d'accroître mon employabilité par rapport en fait au marché et par rapport au métier que j'occupe. Et aussi en termes de posture, de devenir finalement, c'est l'occasion, ce type de démarche, de un peu renverser la posture et de se dire finalement que le collaborateur devient acteur de sa carrière parce qu'il a connaissance en fait de ses compétences, il a la vision via les passerelles qu'on aura travaillé et via en fait la communication qu'on peut faire de cet exercice, des compétences qui sont attendues sur l'évolution des métiers, et c'est un moyen pour lui de devenir aussi acteur de son propre développement et de sa mobilité. Donc des bénéfices à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les collaborateurs. Alors on peut se poser la question une fois qu'on fait cet exercice, finalement, quels moyens on va donner aux collaborateurs pour évoluer dans leur carrière, surtout qu'on est dans un contexte finalement de crise hein, qui va faire que le volume de recrutement va être contraint dans les organisations et donc il y a un vrai enjeu finalement de comment je peux faire face à l'évolution des métiers et à ma rupture en fait, en tout cas ma disruption avec les collaborateurs dont je dispose au sein de mon organisation. Donc un vrai levier en fait important autour de l'upskilling et du développement des compétences. Premier moyen en fait pour accompagner les collaborateurs, c'est finalement
d'identifier les compétences prioritaires sur lesquelles on va axer les plans de développement. Donc, c'est bien l'enjeu hein, de cet exercice de workforce planning. Et ces plans d'accompagnement de montée en compétences, ils peuvent être de différents types, hein, alors sans tous les lister, mais ça va être à la fois de la formation, que ce soit de la curation de contenu, du blended learning, de la formation présentielle, enfin tout type de formation. Ça va être aussi de l'apprentissage par l'expérience, avec des dispositifs de vie ma vie, par exemple, mais ça peut être aussi du coaching, du mentorat, voire du reverse mentoring, selon les dispositifs qui existent ou qu'on peut développer dans les organisations, et aussi des plans d'accompagnement qui vont pouvoir aussi se reposer sur des communautés apprenantes. On voit en fait que les tendances se développent autour de cette construction et de cette animation de communauté apprenante. C'est par exemple ma communauté des data analysts ou des data scientists. Je ne vais pas les avoir qu'en IT ou dans les organisations de systèmes d'information. Je vais les avoir un peu partout dans l'organisation. Comment je crée une communauté qui va partager des bonnes pratiques, qui va pouvoir être mobile en fait et casser ces silos de l'organisation et puis finalement passer d'une organisation à une autre. Et donc, c'est assez puissant, en fait, ces communautés apprenantes, comme aussi moyen de développer les compétences des collaborateurs pour ces métiers de demain. Et ça favorise aussi, finalement, la flexibilité, la collaboration entre les personnes. Deuxième moyen, c'est finalement de définir des passerelles entre emplois qui permettront de la mobilité ensuite entre des emplois en décroissance et des emplois en croissance. Ce qui est très important, c'est au-delà de la définition de ces passerelles, c'est évidemment les communiquer pour que finalement les collaborateurs aient cette visibilité sur les passerelles qui sont possibles, vers quoi en fait ils peuvent se tourner en termes et évoluer en termes d'emploi, qu'ils puissent s'évaluer sur leurs propres compétences, identifier les écarts de compétences entre leur emploi actuel et la cible, si c'est dans le même emploi, ou un emploi en fait autre sur lesquels ils ont envie de se développer. Et qu'on leur pousse ensuite de l'accompagnement en termes de développement de compétences par rapport en fait à cette envie qu'ils vont poser. Donc passerelle, deuxième en fait moyen, c'est de définir ces passerelles et de les rendre visibles, de les communiquer et de rendre le collaborateur acteur de son développement. Et dernier moyen, c'est finalement comment on travaille autour de la mobilité. On se rend compte en fait que dans nos organisations, et j'ai le cas d'un client qu'on a accompagné dans les services financiers, où finalement on a fait tout ce travail en amont et puis on s'est rendu compte que finalement la mobilité elle prenait pas et elle prend pas parce qu'en fait il y a des freins à la mobilité et au-delà de l'accès à la technologie, au-delà de la méthode, etc. Il y a aussi un accompagnement au changement qui est effectué parce qu'il peut y avoir des freins en fait qu'il faut lever côté collaborateur ou côté manager pour rendre en fait cette mobilité vraiment possible. Et si on n'a pas cette mobilité qui est rendue possible par l'organisation, finalement tout ce qu'on fait avant est un peu vain puisqu'on ne résout pas le problème des emplois qui vont être en croissance ou en décroissance et d'évolution des compétences. Alors, fort d'une dizaine de projets que j'ai accompagnés sur ces sujets de stratégie workforce planning, sur différentes directions métiers ou de fonctions support ou de business en tant que tel, hein, finalement, quel retour d'expérience on peut faire sur les do's et les don'ts sur ce type de démarche, comment s'assurer finalement que ces démarches atteignent la valeur qu'on anticipe d'elles. Premier facteur clé de succès, c'est un sujet en fait de ce que j'appelle les prospectives, c'est-à-dire il faut que la stratégie en fait métier soit très claire avant qu'on lance en fait ce type de projet. Enfin, en tout cas, si on veut le faire rapidement. J'ai en tête en fait un certain nombre de clients pour lesquels finalement, en travaillant la projection des métiers, en travaillant finalement les besoins en ressources, on s'est rendu compte que la stratégie en fait n'était pas claire entre ce qu'on voulait insourcer, ce qu'on voulait outsourcer, l'organisation cible, etc. Et donc ça a nécessité finalement qu'on travaille en fait avec le client la stratégie avant de se dire quel est l'impact de cette stratégie sur ma workforce. Voilà, avoir cette stratégie métier qui est claire et qui est bien établie, c'est un prérequis pour que ces exercices se passent relativement rapidement. Deuxième facteur clé de succès, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais passer très vite, c'est effectivement la mise en mouvement et la collaboration. Donc, comment en fait on a une approche participative et en co-construction des métiers et des RH sur l'ensemble en fait de la démarche. Vous l'avez compris, c'est une démarche qui répond en fait à une méthodologie. Donc, c'est méthodologique, ça nécessite des compétences qui sont dédiées.
Ça nécessite aussi de pouvoir être en capacité d'avoir accès à des benchmarks, de pouvoir se projeter en fait à 3 ou 5 ans sur comment va évoluer mon business. Donc, c'est des compétences particulières. Et donc, c'est nécessaire, en fait, puisque cet exercice, il ne va pas juste avoir lieu une fois, mais c'est un processus qui va être itératif et qui va se répéter, de consolider, de développer, de consolider une expertise interne autour de cette méthodologie, des outils ou de l'animation de ces démarches de strategic workforce planning. Dans le futur de la fonction RH, c'est effectivement, en fait, ce qu'on voit, c'est des méthodes et des expertises qui doivent être en fait développées au sein de la RH, qui doivent faciliter ensuite l'exercice de workforce planning auprès des différentes directions métiers, en fonctionnant un peu comme un centre d'expertise. Quatrième en fait facteur clé de succès, c'est la déclinaison en fait de cette démarche en plan d'action individuel. Donc ça, c'est vraiment clé. C'est peut-être le point de difficulté qui est rencontré par la plupart des clients. On l'a vu tout à l'heure, on bâtit en fait des plans d'action qui sont un peu globaux puisqu'on raisonne à la maille d'une organisation, d'une fonction, d'un métier. Mais l'enjeu, c'est bien de le décliner à la maille ensuite individuelle à la personne. Et c'est la seule manière de pouvoir toucher les collaborateurs et de pouvoir assurer en fait leur montée en compétences. La difficulté, c'est que finalement, c'est un temps un peu long puisque ça ne va pas se faire en quelques mois. On a des plans d'action qui vont être pluriannuels. Et donc, l'enjeu, il est de mesurer et de piloter la mise en œuvre de ces plans d'action individuels afin de s'assurer que ça produit bien les effets et la valeur attendue et qu'on est bien, on réconcilie bien et qu'on les écarts de compétences qu'on a identifiés, qu'on les résout bien. Et la clé là-dedans, c'est vraiment la gouvernance entre le métier et l'ARH pour que ça fonctionne. Et ça fait la transition avec mon point suivant qui est l'importance du sponsorship. Les projets en fait ne réussissent que si en fait on n'a pas seulement la RH qui est embarquée, évidemment c'est clé, mais c'est pas le seul élément de réussite. Il faut absolument que la direction métier, alors si c'est un exercice qui porte sur la finance ou sur la R&D, il faut qu'on ait la direction métier qui soit vraiment en fait présente et avoir un sponsorship fort. C'est un double sponsorship. Facilité par la RH. La RH est là aussi pour conduire la démarche et aider sur la mise en œuvre des plans d'action. Mais en revanche, c'est un vrai projet métier et business et ce sponsorship est vraiment clé. Autre point de facteur clé de succès, c'est aussi le périmètre en fait avec lequel on démarre en fait cet exercice de workforce planning. Il faut qu'on démarre petit. J'ai en tête en fait un client pour lequel on avait travaillé il y a quelques années qui avait décidé de le faire sur l'ensemble de ses collaborateurs, 120 000 personnes dans le monde entier. C'est un exercice qui peut devenir très usine à gaz en fait, parce que une gouvernance compliquée à monter, un enjeu de prospective des métiers qui est compliqué d'actionner en transverse sur l'ensemble des sujets. Donc la recommandation que j'ai là-dessus, c'est plutôt de l'envisager par fonction ou par ligne métier, en fonction de la disruption de cette fonction, de cette ligne métier au cas particulier, de commencer là-dessus pour aussi, en fait, finalement, à la fois tester la méthodologie et en faire, en fait, un proof of concept, avoir des résultats rapides et ensuite pouvoir démontrer la valeur que ça apporte et pouvoir donner l'envie à d'autres organisations internes et à d'autres directions métiers de lancer ce type de démarche. Donc la recommandation, c'était plutôt celle-ci, c'est pas de faire quelque chose sur l'ensemble du périmètre d'une organisation, mais plutôt sur des lignes métiers. Il y a aussi en fait un enjeu de faire apparaître des besoins de formation communs, de passerelles de carrière aussi au sein en fait d'une direction et avec un sponsorship qui est du coup clairement délimité. Et puis, dernier facteur clé de succès qui n'est pas des moindres, c'est la technologie. Et Erin va nous en dire un peu plus juste après. C'est la possibilité finalement de s'appuyer sur un outil pour à la fois gérer ces sujets quantitatifs et aussi qualitatifs, permettre aux salariés de s'évaluer sur les compétences cibles, de s'assurer et d'identifier finalement les écarts qu'ils vont avoir entre leurs compétences d'aujourd'hui et celles qui seront nécessaires demain, et qu'ils aient une visibilité sur aussi les compétences qui sont attendues sur des emplois de demain auxquels ils pourraient prétendre. Donc sur ce sujet de la technologie, Erin, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi un acteur comme Easy Recruit permet de répondre justement à ces besoins et permettre finalement le succès de ce type de démarche? Oui, bien sûr. Et c'est très important, tous les facteurs de succès que vous avez définis, parce que justement, en fait, la technologie, ça fait partie en fait de toute une démarche
en fait, sur la stratégie, sur la méthodologie et sur une vraie réflexion sur comment en fait la technologie pour accompagner les collaborateurs, les RH et la direction justement sur ce type de projet. Mais effectivement, sur la technologie, en fait, justement pour faire décliner la stratégie à la maille individuelle pour les collaborateurs et pour les RH, ce qui est important, c'est d'avoir en fait une plateforme facile à prendre en main pour le collaborateur qui stimule de vouloir adopter, où il peut en fait retrouver l'ensemble de ses compétences, de rajouter à fur et à mesure ses compétences et le niveau de ses compétences en fonction du référentiel métier et compétences que l'entreprise a défini, parce que c'est très important que cette référentiel fait sens pour les collaborateurs et aussi pour l'entreprise, et de pouvoir en fait pour le collaborateur en fonction de ses compétences actuelles, voir en fait l'écart de compétences pour son métier, son rôle actuel et aussi les autres métiers auxquels il peut prétendre, sur lesquels il a des compétences transverses et sur lesquels en fait il y a des passerelles de mobilité. Et donc on fait une plateforme qui permet de mettre dans une interface ses compétences actuelles, les compétences pour d'autres métiers, voire d'autres postes. Donc en fait une interface qui s'adosse et qui est vraiment interconnectée en fait à votre SIRH parce que vous avez toutes les offres dans votre ATS. Vous avez peut-être des dispositifs de formation au sein de votre LMS ou peut-être d'autres plateformes pour vos plans d'action de montée en compétences. Et aussi les données de vos collaborateurs au sein de votre core HR ou peut-être dans le module de performance review. Donc, que cette interface soit connectée avec l'ensemble de votre SIRH et que le collaborateur, en fait, voit les avantages pour lui et les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. Qu'il peut créer, en fait, des projets professionnels en fonction de ses envies et ses souhaits d'évoluer dans l'entreprise. Donc, pour peut-être développer des compétences. Donc, lui, il voit peut-être qu'il n'a pas les compétences pour son rôle actuel et il voit qu'il peut voir très bien les compétences qui lui manquent. Peut-être il s'intéresse à évoluer au sein de l'entreprise et de faire une mobilité fonctionnelle. Donc, qu'il puisse voir en fait quels sont les autres métiers sur lesquels il y a un bon taux de matching ou une bonne correspondance entre ses compétences actuelles et ceux de l'autre métier. Ou peut-être il a envie en fait de changer et en fait faire une mobilité géographique. En fait, son conjoint va déménager dans un autre pays. Et au lieu en fait de devoir quitter l'entreprise et de faire une recherche d'emploi dans ce pays qu'il souhaite déménager, il peut voir est-ce que peut-être il y a un rôle pour moi dans ce pays ou dans cette ville où j'ai envie de déménager. Au même temps qu'il y a tous ces bénéfices pour le collaborateur et ces capacités pour le collaborateur de voir très clairement quelles sont mes quelles sont mes compétences et quelles sont mes possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. C'est des informations qui sont très utiles et très importantes en fait pour l'équipe RH et aussi pour le manager, d'accompagner les collaborateurs dans la stratégie de Strategic Workforce Planning, mais aussi du collaborateur dans son évolution. Donc, justement, de les aider avec cette décision de sourcing de talent. Est-ce que c'est plus important? Est-ce qu'on va faire une stratégie de chercher des compétences dont on a besoin à l'externe ou est-ce qu'éventuellement on a les compétences en interne, peut-être avec un programme de reskilling? Et en fait, de voir plus globalement quelles sont les compétences que nous avons au sein de l'entreprise, par métier, par équipe, par géographie, quel est l'écart de compétences et comment, en fait, quel plan d'action est-ce qu'on peut mettre en place, collectif et individuel, justement pour rectifier et en fait pour accompagner notre stratégie et pour corriger ça. Donc, juste pour vous montrer un exemple en fait d'à quoi cette plateforme peut ressembler, je vais vous montrer, je vais faire un petit snapshot de la plateforme Easy Recruit et comment est-ce qu'on peut accompagner à la fois le collaborateur, l'RH et la direction justement dans cette stratégie. Donc, ce que je vous
là, je vais prendre l'exemple d'un collaborateur, donc François Lambert, qui s'est connecté pour la première fois à la plateforme. Donc, ce qu'il va retrouver en fait sur l'interface, c'est l'ensemble de ses expériences qu'on a pu récupérer depuis le SIRH, ses compétences qui sont liées en fait à son métier et la possibilité en fait de rajouter d'autres compétences, de compléter au fur et à mesure avec d'autres compétences liées à son métier, avec le niveau de compétences en fonction des niveaux, de rajouter d'autres compétences qui ne sont pas peut-être liées à son métier actuel, mais peut-être des métiers dans le passé. Donc, par exemple, l'anglais, qui est une compétence très importante. Donc, il voit l'ensemble de ses compétences et avec ces compétences, en fait, il peut voir des propositions, des suggestions du métier qui peut l'intéresser et son taux de matching en fonction de ses compétences. Donc là, actuellement, il est ingénieur de précision, mais peut-être qu'il s'intéresse à être un ingénieur mécanique. Et donc, en fait, il peut consulter la fiche métier qu'on a rendue attirant par des photos, par des documents. Et en fait, donc en plus de voir en fait à quoi ça ressemble ce type de métier, qui est un métier peut-être intéressant, on peut voir également quelles sont les compétences. Et en fait, sur son taux de matching de 82%, quelles sont les compétences qu'il possède ou qu'il ne possède pas. Donc, on voit qu'il a 9 sur 11 compétences pour ce métier. Et c'est ça qui donne en fait le taux de matching de 82%. Donc, ça, c'est bien. Mais comment est-ce qu'en fait, il peut développer ses compétences qu'il n'a pas parce que peut-être c'est un métier qui l'intéresse. Peut-être il a échangé avec un ambassadeur de métier, il a posé quelques questions pour savoir qu'est-ce que ça donne ce métier, est-ce que c'est intéressant, quelles sont les possibilités d'évoluer. Et donc, ce qu'il peut faire avec les 2 compétences qui manquent, qu'il a besoin de développer, il peut créer un plan de développement de compétences. Et c'est un plan de développement de compétences avec une date qu'il souhaite peut-être démarrer le plan. Et c'est un plan, en fait, qu'il peut partager avec son manager et ou son RH. Donc, c'est vraiment à lui de décider avec qui il veut partager le plan de développement de compétences et en fonction aussi de la politique de l'entreprise. Donc, c'est possible de créer ce type de plan de développement de compétences ou des plans de mobilité fonctionnelle ou des plans de mobilité géographique qui est intéressant pour le collaborateur, mais aussi pour l'RH qui va voir peut-être, va voir en fait le plan de développement de compétences de ce collaborateur. Ce qui est également intéressant côté RH, et là, on va se connecter côté RH, c'est de voir les souhaits des collaborateurs et donc leur portefeuille de collaborateurs, mais aussi de voir peut-être d'avoir une vision plus globale sur les compétences au sein de l'entreprise pour des métiers spécifiques ou pour une compétence spécifique. Donc là, par exemple, un RH ou un talent manager va pouvoir voir pour un métier qui les intéresse, par exemple ingénieur en robotique, quelles sont les compétences requises ou attendues pour ce métier et comment est-ce que les collaborateurs qui exercent ce métier, comment est-ce qu'ils font avec leurs compétences actuelles? Est-ce qu'il y a des écarts ou est-ce que les collaborateurs, ils ont déjà toutes les compétences qu'il leur faut? Et ce qu'on voit, par exemple, c'est sur les 13 collaborateurs qui exercent ce métier, sur l'ensemble des compétences attendues pour le métier, qui a été défini dans le référentiel des métiers et compétences. On a certaines compétences qui vont bien et d'autres compétences qui ne sont pas très bien en fonction des niveaux attendus. Et donc, en fait, l'RH peut avoir vraiment un snapshot et de voir à l'instant T pour ce métier quel écart est-ce qu'on a et quel plan d'action est-ce qu'on va justement mettre en place. Est-ce que c'est du upskilling? Est-ce qu'on va mettre en place des coachings ou du mentoring en fonction des plans d'action qui a été défini, qui fait partie de la stratégie de Strategic Workforce Planning. Donc, encore une fois, c'était juste un exemple en fait des différentes capacités qu'une plateforme technologique peut faire et qui fait partie très importante d'un projet Strategic Workforce Planning. Donc,
en ce moment-là, on voulait arrêter là parce que effectivement, on a parlé, il y avait beaucoup d'informations qu'on vous avait transmises de façon un peu intense. Et ce qui nous intéresse, c'est si vous avez des questions par rapport à ce type de projet et par rapport à des informations que vous avez partagées. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on va vous répondre. Donc, on voit déjà qu'on a quelques questions. Donc, la première question, c'est bonjour, je comprends tout à fait l'idée du POC pour une démarche de telle ampleur, mais n'est-ce pas contre-productif dans la mesure où plus le périmètre de mise en œuvre de cette démarche est large, plus il offrira des opportunités de mobilité aux collaborateurs sur des métiers en disparition et pour aller plus loin, permettre de montrer l'impact positif de cette démarche sur l'organisation. Donc, Cécile, je te laisse répondre. Oui, bah, effectivement, c'est une bonne question. En fait, il y a un sujet quand je discutais, enfin, quand j'évoquais tout à l'heure le sujet du périmètre de l'exercice. Effectivement, on peut avoir l'idée de se dire, bah, si on le fait sur l'ensemble de l'organisation, on va pouvoir jouer en fait à fond la mobilité entre les différentes divisions, etc. Alors, on n'est pas obligé de s'arrêter en fait effectivement à le faire sur une division, une filière, et on peut se dire, je le fais sur quelques divisions ou quelques filières métiers qui peuvent avoir du sens ou sur lesquels ça peut avoir du sens de le faire. Si je prends un exemple, on a accompagné un client du CAC 40 sur en fait un exercice de workforce planning, à la fois sur l'IT, à la fois sur la finance, sur la RH et sur le procurement, les achats. Et en fait, on l'a fait à la maille du Global Business Service, donc du GBS. Donc, c'est un centre de services partagé qui est commun sur l'ensemble de ses fonctions. Et donc là, on ne s'est pas arrêté finalement au silo de l'organisation qui est la finance, l'IT, etc. Mais on allait regarder sur l'organisation qui était l'organisation du GBS en se disant, finalement, on va pouvoir avoir des enjeux de mobilité sur certains métiers. Par exemple, je parlais des data analystes ou autour de la technologie, etc. Un socle de compétences communs qui permettrait finalement d'avoir du mouvement sur cette maille organisationnelle. Donc, il faut juste bien définir le périmètre de cet exercice. On n'est pas obligé de le limiter à une petite division ou un métier particulier. Il faut juste trouver le bon curseur entre le fait que ce soit opérant rapidement, c'est-à-dire que si vous le lancez sur l'ensemble de l'organisation, la gouvernance et le sponsorship est hyper diffus et donc très difficile en fait à actionner. Et donc on peut partir dans un projet qui est tellement long et tellement lourd que finalement les résultats vont arriver trop tard par rapport en fait à l'enjeu qu'on va viser. Donc, il faut trouver juste la bonne maille entre, là pour le coup, dans mon exemple de GBS, on avait une gouvernance qui est commune avec un patron du GBS, etc. Donc, le sponsorship, il était assez facile à aller chercher finalement. Et en même temps, on avait cette possibilité d'imaginer des passerelles entre des métiers et des fonctions finalement différentes. Donc, c'est de trouver effectivement ce juste milieu entre le faire sur un périmètre pas trop large, mais effectivement, si on arrive en fait à imaginer un périmètre d'organisation qui permette de la mobilité entre des silos de l'organisation ou des fonctions, c'est l'idéal. OK, très bien. Donc, la deuxième question. Donc, on a un petit retour sur la première question. Merci pour la réponse. Et comment faites-vous pour faire vivre la démarche dans le temps? Alors, comment on fait vivre la démarche dans le temps? Effectivement, bah, il y a deux réponses. Il y a une réponse, en fait, à la fois sur la technologie qu'a essayé d'apporter Erin. Hein. C'est pour ça que je disais que la technologie était importante. C'est qu'à un moment, il faut que cette démarche, elle s'outille si on veut la rendre pérenne dans le temps et faire que le collaborateur, finalement, puisse s'auto-évaluer, voir finalement ce qu'on attend dans les emplois cibles en termes de compétences, etc. Donc, la première réponse, c'est pour le pérenniser, il faut se doter d'une technologie ou via votre corps RH, SIRH, si vous en avez un, sur lequel on peut avoir des outils de type Easy Recruit qui peuvent permettre de gérer le sujet à la maille individuelle. Donc ça, c'est le sujet de la technologie. Ensuite, il y a le sujet du processus en lui-même. Donc l'enjeu, en fait, c'est pour rendre pérenne cette démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment en fait on se dote des compétences autour de ces sujets de workforce planning au sein de l'organisation. Dans les organisations RH les plus avancées, le strategic workforce planning, ça devient un processus, j'allais dire récurrent,
comme le processus de revue des performances, de talent management, comme le processus de learning and development, voilà, comme tous ces processus, comme le processus de compensation and benefits, donc comme un processus RH. Avec en fait effectivement des rôles et des responsabilités et des compétences qui sont dédiées. Donc l'enjeu pour le rendre pérenne, c'est pas forcément qu'on réalise un exercice de workforce planning, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les ans sur toutes les fonctions, mais on peut en lancer tous les ans sur des périmètres différents. Puisque je disais tout à l'heure que l'enjeu, c'est pas forcément de toucher toute l'organisation. Et donc, on peut commencer par une brique et puis l'année suivante, en fait, enclencher du workforce planning sur une autre division ou un autre métier qui va être en rupture ou qui va connaître des transformations importantes. Et donc, ça nécessite aussi de s'outiller en termes de compétences RH et d'avoir des gens au sein de la RH qui maîtrisent en fait la méthodologie et qui ont des compétences de workforce planning pour pouvoir aider le métier et faciliter en fait l'exécution de cette démarche dans les métiers. Donc, ce qu'on voit aussi, ce que je disais tout à l'heure, dans les tendances de l'ARH de demain, c'est de se doter de ce genre de personnes. Il y a des organisations de CAC 40 qui sont déjà dotées de centres d'expertise dans lesquels il y a effectivement ces compétences en matière de workforce planning. C'est la tendance de fond qu'on voit apparaître pour justement rendre pérenne cet exercice. Ok, très bien. Donc, on a une deuxième question qui est, est-ce que les N+1 ou les collègues peuvent aussi évaluer les compétences de la personne? Donc là, effectivement, c'est une question plus liée à la technologie. Et donc, oui, effectivement, en fait, il est possible, en fait, c'est vraiment le choix de l'entreprise quand il met en place la plateforme. Est-ce que, en fait, l'entreprise souhaite que c'est le collaborateur qui s'auto-évalue et uniquement s'auto-évalue sur les compétences? Sinon, on a la possibilité également que le manager, en fait, peut valider les compétences, valider certaines compétences, et donc on peut afficher des cartographies de compétences en fonction de est-ce que c'est le collaborateur qui s'est auto-évalué sur ses compétences ou est-ce qu'on affiche uniquement les compétences que le manager a validées également. Donc en fait, on a les deux possibilités en fonction de, en fonction de votre politique. On a une troisième question. Bonjour, est-ce que EasyRecruit s'interface avec des outils de career review pour les collaborateurs ne voient qu'une seule plateforme? Donc, c'est possible et on avait fait avec les SIRH où ça nous permet en fait d'avoir des interconnexions avec le Career Review. En fait, tant qu'il y a l'interconnexion disponible par l'outil de Career Review, on peut connecter, s'interfacer avec notre plateforme justement. Quatrième question. Bonjour, ces outils sont-ils utilisés dans des entreprises de taille intermédiaire? Donc oui, ça peut être utilisé au sein d'une très grande entreprise ou par un ETI. Donc en fait, on va dire que c'est peut-être encore plus important pour l'entreprise de taille moyenne. Mais peut-être, Cécile, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de Strategic Workforce Planning pour des grandes entreprises ou pour des entreprises de moyenne taille ou de petite taille? Oui, bah en fait, effectivement, il n'y a pas de discrimination en fait de taille, puisque il y a plutôt la discrimination, c'est plutôt est-ce que je suis sur un business qui est plus ou moins en disruption ou en transformation. C'est plutôt ça le critère en fait. Donc, on peut se retrouver sur des métiers qui vont pas avoir forcément beaucoup de changements dans les 3 années. Alors, j'essaie de chercher des exemples pas évidents comme ça. Je pense qu'on est tous un peu disruptés sur quels que soient nos marchés. Mais c'est plutôt ça, en fait, qui va définir si il est pertinent ou pas de lancer ce type de démarche. Ou pertinent, l'est forcément, mais à un moment de se dire est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il faut absolument passer par là, c'est plutôt finalement le niveau de transformation et de disruption d'un métier qui va finalement décider de se poser ces questions, mais on peut le faire effectivement sur différentes tailles d'entreprises et je vois pas de limite effectivement à se poser ces questions-là. Après, il faut que le périmètre de l'exercice permette effectivement d'actionner de la mobilité et donc ça nécessite aussi quand même qu'on ait une certaine taille pour que ça puisse faire sens. Mais là, j'allais dire, c'est plus déjà sur les plans d'action
où on aura plus ou moins de levier selon la taille de l'organisation. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de réfléchir à comment vont évoluer mes métiers, comment vont évoluer mes compétences, de quoi on aura besoin demain, pour pouvoir au moins emmener les collaborateurs existants vers ces métiers-là. Peut-être que les enjeux de mobilité ou les plans d'action en matière de mobilité seront plus limités si j'ai une organisation qui est plus réduite. Mais c'est un peu la seule limite que je vois, c'est plus la latitude dans le plan d'action. Mais si c'est un business qui se transforme ou qui est en disruption, je pense que c'est utile de le faire. Oui. Oui, effectivement, de notre côté, en fait, on a vu de plus en plus d'entreprises de moyenne taille qui commencent à se mettre à cette réflexion parce qu'ils voient que c'est de plus en plus, et dans l'ère actuelle, c'est de plus en plus important cette réflexion, où les grandes entreprises, peut-être dans le passé, ils avaient fait des projets, mais c'est important également, effectivement, pour les deux. Et on a, je pense, une dernière question. Toute la démarche repose sur la participation des collaborateurs qui doivent déclarer leurs compétences et niveaux. Comment vous vous assurez de mobiliser les collaborateurs pour cet exercice? Par ailleurs, est-ce que cette étape est automatisée, par exemple des infos qui se retrouvent sur le CV et sur LinkedIn? Est-ce que votre outil pré-remplit le profil du collaborateur? Donc oui, effectivement, c'est très important l'engagement et l'adoption en fait des collaborateurs. Ce qui est très important, c'est que c'est un référentiel métier qui fait sens pour eux. Donc effectivement, que c'est un référentiel métier qui a été vraiment conçu pour le contexte, pour l'entreprise, et aussi que l'outil est facile à prendre en main avec le moins d'informations renseignées par le collaborateur. D'où en fait l'intérêt de s'interconnecter avec le core HR ou avec le SSO de l'entreprise et de pré-remplir autant que possible les informations pour le collaborateur. Par rapport au link, oui. Peut-être oui, Erin, si je peux ajouter quelque chose là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est quand on parlait de pérennisation, du coup, l'outillage et la technologie est très important dans la pérennisation. Pour la réalisation de l'exercice pour une première fois, on n'est pas forcément, c'est pas forcément obligatoire en fait, une obligation d'avoir immédiatement la technologie au moment où on lance l'exercice. Et à ce moment-là, en fait, c'est dans le dialogue annuel qui a lieu entre le manager et le collaborateur qu'il peut y avoir cette évaluation des compétences existantes par rapport aux compétences cibles qui sont attendues sur l'emploi qu'occupe le collaborateur. Donc, ça peut être un peu plus informel, dans le sens moins outillé d'un point de vue technologie, mais avoir lieu pendant le dialogue qui a lieu entre le manager et son collaborateur au moment des discussions liées au processus de performance, quoi. Oui, et en dehors de la technologie, et merci Cécile d'avoir relevé le point, c'est effectivement toute la discussion entre en fait, avec le manager et avec l'RH et en fait tout ce process de conduite de changement. Parce que de mettre en place en fait une technologie sans avoir l'accompagnement, l'onboarding et la conduite de changement derrière, c'est sûr que ce sera moins utilisé que si le collaborateur et le manager et l'RH perçoivent en fait l'importance et l'utilité de cette démarche et de cette plateforme. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup, c'était des questions très, très intéressantes et on était tout contents de pouvoir aborder et d'essayer de fournir des réponses. Merci à tous pour votre présence et effectivement vos questions. C'est toujours un peu frustrant de pas avoir d'échanges, vous entendre en vrai, mais bon, bah, c'est le jeu de la période. Et en tout cas, on se tient à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitiez creuser un sujet. Peut-être cause, on va vous faire parvenir la présentation qu'on a déroulée ce matin à tous les participants pour que vous puissiez aussi vous y référer. Voilà. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir.